Bien, bonjour et bienvenue. Je vais faire quelque chose avec vous que je ne fais pas souvent, mais je pense que ça peut être utile dans cette idée de... Là, on est en fait dans un atelier de rhétorique. Donc, atelier de rhétorique, ça veut dire que je partage avec vous des outils qui vous permettent de créer et qui vous permettent de produire, parce qu'aujourd'hui, la rhétorique, ça se pratique essentiellement sur les réseaux sociaux, et donc j'essaie de partager avec vous un maximum de choses qui permettent de faire ce travail bien, à savoir changer vos connaissances et vos compétences en des discours qui permettent ensuite de faire progresser ceux qui vous écoutent. Voilà, donc c'est de ça qu'on parle essentiellement sur cette chaîne, même si on fait aussi de la rhétorique un petit peu plus classique. Je vais également vous parler de grands orateurs, d'exercices de rhétorique, etc. Mais je pense que c'est important de ne pas se voiler la face sur le fait que la rhétorique, ça se pratique essentiellement sur les réseaux sociaux, et si Aristote, Quintilien, Cicéron existaient aujourd'hui, ils feraient un travail qui ressemble beaucoup au mien. Alors, ce dont je voulais vous parler donc, je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor de ma chaîne rhétorique, parler un petit peu avec vous de ce que c'est que le travail d'un YouTuber, parler également avec vous de ma ligne éditoriale, donc les différents contenus que j'ai créés depuis la rentrée, pour partager avec vous un petit peu mes routines et aussi mes stratégies. On va parler également stratégie, et également on va parler de ligne éditoriale, je vous l'ai déjà dit, mais si vous voulez, comment je choisis mes sujets, sur quoi je travaille, quel équilibre j'essaie de trouver entre les différents sujets que j'aborde avec vous. C'est des sujets dont je parle habituellement plutôt sur mon canal Telegram, et vous avez le lien sous cette vidéo, donc si vous voulez avoir plus souvent des petites informations sur comment je travaille, sur l'envers de ma création de contenu, ça se passe dans le canal Telegram et vous avez le lien sous cette vidéo. Alors, on va regarder différentes choses. Si vous voulez, j'ouvre avec vous l'envers du décor. Ça ressemble à ça, et je vais commencer à attirer votre attention sur différentes petites choses. Alors, la première chose, c'est que donc là, on va bientôt arriver à la fin de l'année 2022, et j'ai pas été aussi régulier que je l'aurais voulu. Vous voyez là, il y a un trou d'un mois sans publication de vidéo. Là, il y a un trou d'à peu près 2 mois sans publication de vidéo. En fait, c'est essentiellement lié au fait que YouTube, c'est pas mon travail principal, si vous voulez. Mon travail principal, c'est de créer et de donner des formations. Mon travail principal, c'est d'animer des séminaires, c'est de donner des cours, c'est de donner du coaching. Donc YouTube, c'est une partie de mon activité, mais c'est pas l'ensemble de mon activité. Et donc il y a des moments où je peux juste pas créer des vidéos sur YouTube. Là, je suis assez content, j'ai quand même retrouvé un rythme assez sympa depuis septembre, même si je peux faire encore mieux. Et ce qu'il y a aussi, c'est évidemment, il y a les enfants. Évidemment, il y a les enfants, et donc quand les enfants sont en vacances, bah, les enfants, les parents sont 2 fois plus occupés, et donc c'est pour ça qu'en général, bah, pendant les grandes vacances, j'ai plus de mal à publier, mais j'ai été très actif sur la 3e chaîne que j'ai créée, sur la chaîne qui est plus orientée business. Donc ça va vous donner un peu une idée de ce qu'on gagne quand on fait des vidéos régulièrement sur une chaîne qui fonctionne. Donc dites-vous, essayez de vous représenter si YouTube c'était mon métier et que je laissais pas, enfin voilà, il y a 4 mois où j'ai pas publié de vidéo, ça vous donne un peu une idée de ce que peut être le salaire de quelqu'un avec une chaîne comme la mienne qui publie régulièrement. Il y a une chose qui fait que les revenus sont pas mirobolants sur ma chaîne, c'est que je suis une chaîne qui est classée par YouTube en actualité politique, et ça fait partie des sujets qui rapportent le moins. Donc voilà, c'est à mon grand regret que je suis classé actu et politique, parce que je considère pas du tout ce que je fais. Je considère que je suis une chaîne à la croisée du business, de la culture et de la formation, dans le sens où moi j'ai aucune valeur à apporter sur le fait de façonner l'opinion des gens, ou de façonner je sais pas, un combat politique ou quoi que ce soit. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui me suivent deviennent meilleurs, deviennent plus compétents, augmentent leurs connaissances et leurs compétences, et in fine augmentent leurs revenus, parce qu'une manière dont on peut valider le fait qu'on a vraiment progressé, qu'on a développé une compétence, c'est qu'elle nous permettent de progresser. On peut se sentir plus heureux, c'est une chose, mais également, j'imagine, plus riche. C'est ça l'objectif pour moi de l'apprentissage de la rhétorique. C'est une dimension qui est très importante, c'est que si vous apprenez la rhétorique, ça vous permet de mieux valoriser vos compétences, ça vous permet de mieux valoriser vos connaissances auprès du public, que ce soit pour, je sais pas moi, décrocher une promotion, décrocher de l'avancement dans votre carrière, ou alors pour être capable de mieux vendre votre projet, vos idées, vos produits. Pour moi, c'est ça l'utilisation la plus utile qui peut être faite de la rhétorique. J'en ai déjà parlé, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, en tout cas c'est l'optique que j'ai. Mon objectif, c'est que les gens qui me suivent ne viennent pas en espérant que je vais leur dire un tel est gentil, un tel est méchant, Mélanie méchante, Rousseau gentil, ou j'en sais rien. C'est pas du tout ça l'optique de ma chaîne. L'optique de ma chaîne, c'est que les gens viennent,
et se disent, si j'étais dans la place de cette personne, ou alors quelle analogie je peux faire entre cet orateur dont on parle et les enjeux que j'ai à défendre, comment est-ce que je peux récupérer des choses qui sont mises en œuvre par cette personne qui est analysée pour pouvoir, moi, faire de meilleurs discours, mieux porter mes idées, mes projets, etc. Enfin, tout ça, j'en ai déjà parlé, je développe pas, vous connaissez bien ma ligne. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de comment ça s'est passé sur la chaîne. Le bilan, c'est que j'ai pas publié autant de vidéos que je l'aurais souhaité sur la chaîne principale. J'ai fait à peu près 9 millions de vues, donc c'est pas si mal. J'ai gagné à peu près 57 000 abonnés sur l'année, ce qui est pas énorme, mais enfin voilà, quand on publie pas beaucoup de vidéos, et puis en fait un truc, c'est que vu que je suis pas une chaîne d'idéologie, c'est-à-dire vu que je ne cherche pas à essayer de conforter les gens dans leurs croyances, très régulièrement quand je publie des vidéos, il y a beaucoup de gens qui se désabonnent. Il y a beaucoup de gens qui se désabonnent parce qu'ils sont déçus que je n'ai pas parlé du scandale de je sais pas quoi, ou alors ils sont déçus que je n'ai pas critiqué telle ou telle personne, c'est bien la preuve que blablabla, etc. Donc il y a plein de gens qui sont déçus quand je publie des vidéos parce que je ne conforte pas leurs croyances. Mais moi, c'est vraiment mon objectif sur le long terme. J'ai pas envie de créer une communauté d'idéologie, j'ai envie de créer une communauté de connaissances et de compétences. J'ai envie que les gens progressent, et j'ai envie que les gens deviennent de plus en plus indépendants. J'ai pas envie que les gens aient besoin de leur petite piqûre d'idéologie en venant sur ma chaîne. Ah, j'espère que tu vas bien attaquer un tel, j'espère que tu vas bien défendre machin, etc. C'est pas du tout l'objectif. Moi, mon objectif, c'est que les gens soient moins dépendants des idéologies des autres et se disent, qu'est-ce que je peux faire pour progresser moi? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour devenir meilleur, pour devenir un peu plus compétent? Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est le projet de la chaîne, et c'est comment est-ce qu'elle a marché l'année dernière. Donc, enfin cette année, je vais essayer de faire mieux l'année prochaine, évidemment. Et voilà, bah, j'imagine que là, avec les 2 mois qui restent, ça aura fait quelque chose comme 25 000 € sur l'année, ce qui est pas si mal. Mais voilà, donc on essaiera. J'aime bien en fait les chiffres. Derrière ça, moi, j'aime bien le côté un petit peu compétition, un petit peu comment est-ce qu'on fait pour faire encore mieux. Et donc, évidemment, mon objectif, ce sera de faire mieux l'année prochaine, en publiant plus, en publiant mieux, enfin en tout cas voilà, c'est toujours mon objectif, c'est toujours de faire mieux. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'était la ligne éditoriale qu'il y avait derrière les dernières vidéos que j'ai publiées. Donc j'ai recommencé à publier en septembre, donc vous voyez qu'il y a un trou entre le 17 juillet et le 11 septembre, donc j'ai recommencé à publier des vidéos après les vacances en septembre, et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, et pour partager un petit peu avec vous l'envers du décor et mes routines de créateur. Donc à quoi ça ressemble en fait un trou dans la publication? Ça veut dire que l'encéphalogramme de ma chaîne était à peu près plat en juillet et en août, donc vous voyez, ça c'est le nombre de vues, ça tombe jusqu'à, vous voyez, ça c'est le nombre de vues par jour, ça tombe jusqu'à, voilà, aux alentours de 3000 vues par jour, ouais, en dessous de 4000 vues par jour en tout cas, et puis après je recommence à publier, puis on retrouve des choses, voilà, 50 000, 70 000, etc. Puis là récemment, avec la vidéo que j'ai publiée sur Benzema, ça a fait 100 000 vues en une journée, donc vous voyez, hein, une des choses qu'il faut retenir de ça, c'est que évidemment la première des choses à faire, c'est de publier des vidéos. Moi, ce qui se passe, si vous voulez, c'est après une période pendant laquelle j'ai pas publié et que je republie une vidéo, la première chose qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se désabonner. Il y a beaucoup de gens qui vont pas être contents d'avoir à nouveau de mes nouvelles et qui vont se désabonner massivement. Et donc après, ça commence à se redresser. Et là, ma chaîne a commencé à reprendre des abonnés. Tiens, je pense que c'est ici. Voilà, ça c'est le nombre d'abonnés. Vous voyez, ça c'est le nombre d'abonnés baisse. Ça c'est le nombre de gens qui s'abonnent par jour, vous voyez. Et donc des fois ça passe en négatif, en tout cas ça stagne pendant que je publie pas de vidéo. Je publie une nouvelle vidéo et gling, il y a plein de gens qui se désabonnent, et puis après ça commence à se remettre dans la bonne marche, et voilà, quand j'ai ça, enfin voilà, c'est pas génial le nombre de gens qui s'abonnent, mais en tout cas ça veut dire que la chaîne continue de progresser, et ça c'est bien. Alors, on en vient maintenant au contenu. Donc, quelles sont les vidéos que j'ai publiées depuis la reprise et pourquoi? Ça, si vous voulez, la vidéo sur les leçons rhétoriques de Thomas Sankara, c'est vraiment une très bonne vidéo de reprise. Donc, c'est une vidéo dont qui a commencé à germer dans mon esprit pendant l'été, parce que pendant l'été, je prends pas mal de temps de regarder des émissions, enfin d'écouter des émissions de radio, et j'ai écouté une série d'émissions
d'émissions, je me souviens plus comment ça s'appelle, enfin je le dis dans la vidéo, mais une série d'émissions donc sur Thomas Sankara. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 5 émissions qui duraient peut-être 1h30, 2 heures chacune sur France Culture. Je crois que c'est France Culture, hein. Ouais, France Culture ou France Inter, mais peut-être France Culture. Et j'ai adoré ça m'a beaucoup intéressé. Et si vous voulez, j'aurais pas attaqué un sujet comme Thomas Sankara, qui est quand même une... Je connaissais pas bien l'histoire de ce pays, du Burkina Faso, et je m'y connais très peu en orateurs africains. Et donc, si j'avais pas eu cette série d'émissions sur lui, sur France Culture, j'aurais pas attaqué le sujet. Mais le fait d'écouter ces différentes émissions, ça m'a donné envie de creuser le sujet. Donc, comment est-ce que je fais? Donc, j'ai écouté les différentes émissions. Ensuite, ce que je fais, j'ai absolument pas honte de le dire, je commence par Wikipédia. Pourquoi? Parce que Wikipédia, ça permet de donner une chronologie des événements importants d'une personne. Quels sont les événements qui ont été retenus par l'histoire, par les gens, par l'actualité. Et donc, je commence à partir de ça, de la chronologie de la personne que nous donne Wikipédia, et ensuite, je vais aux sources secondaires. Donc, ça débouche sur des articles de journaux, ça débouche sur des analyses, ça débouche sur des monographies, et j'essaie de me documenter un maximum. Et après, je referme tout ça, je referme la phase de recherche, et je commence à essayer de penser plutôt comment est-ce que je crée une narration qui va être intéressante pour le public. Donc ça, le type de plan que j'utilise pour travailler sur un orateur qui est plutôt ancien, disons, c'est pas dans l'actualité, je vais essayer de donner aux gens un petit peu une représentation de qui est cette personne, quelles sont les étapes marquantes de sa vie, et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des zooms sur différents moments rhétoriques. Quels sont les différents discours qui ont eu une importance dans sa carrière. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai fait ça sur des orateurs beaucoup plus anciens. Ma vidéo sur Robespierre, c'est un petit peu la même idée. Qui est cette personne et quels sont les discours qui ont été des moments clés dans sa vie. Ça, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo, c'est agréable de s'installer dedans. C'est une vidéo, ça, qui m'a demandé du temps de travail. Je pense que j'ai passé peut-être 4 journées de travail dessus, mais parce que ça me plaît, et parce que j'avais le temps, parce que j'ai décidé d'y consacrer du temps. J'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement, et dans ce cas-là, je passe moins de temps de recherche, et je vais assez directement à l'écriture. Très important de commencer à écrire. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur Brassens, mais pour faire des vidéos, il faut assez rapidement écrire, pas perdre trop de temps à cette phase où on a toutes les idées qui se tamponnent dans notre tête comme ça, oui, est-ce que je dois prendre tel angle, etc. Non, faut faire un plan et commencer à écrire. Commencer à écrire parce qu'une fois que les idées sont sur le papier, on peut commencer à les travailler, à les affiner, on sait où on va, on a commencé à limiter le champ des possibles. Très important. Donc cette vidéo très agréable, donc si vous voulez c'est un plan chronothématique on dirait, on part de la vie d'une personne, comment est-ce qu'il a commencé, quels ont été les moments importants, et on fait différents zooms sur des discours qui ont été clés. Alors, deuxième vidéo que j'ai publiée depuis la rentrée, la vidéo sur Thomas Sankara. Tiens, regardez ce qui est intéressant sur la vidéo sur Thomas Sankara, c'est que c'est une vidéo qui a commencé très mollement, mais qui a continué à faire des vues régulièrement. Donc ça, c'est une vidéo qui s'est bien référencée. Elle s'est bien référencée, elle a été bien référencée par l'algorithme. C'est assez différent si vous regardez avec la courbe d'une vidéo comme celle sur Sandrine Rousseau. Là, vous avez une vidéo qui suscite beaucoup d'intérêt au début, donc qui fait beaucoup de clics au début, parce que le sujet est chaud, le sujet est brûlant, il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir, tiens, qu'est-ce qu'il a à dire sur Sandrine Rousseau, etc. Parce c'est une femme qui fait du bruit, c'est une personnalité qui fait du bruit, qui attire beaucoup l'attention. Donc on va avoir une courbe, un pic d'intérêt au début, et puis après, ça se référence pas très bien, ça stagne un petit peu, vous voyez, ça arrête d'augmenter. Alors, ce type de vidéo, c'est une approche qui est assez différente de la vidéo sur Thomas Sankara. L'objectif, là, c'est de capitaliser sur le tumulte. Donc c'est une femme qui était tumultueuse, et donc je capitalise sur le tumulte. C'est ça l'objectif. Et donc là, je vais plutôt axé, c'est pas tellement le plan de cette vidéo est aussi un petit peu thématique, vous voyez, c'est comment est-ce qu'elle a percé, comment est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour, je suis reparti de comment est-ce qu'elle avait émergé au sein du parti Europe Écologie Les Verts, et c'est toujours orienté autour de grands moments, donc son débat contre Yannick Jadot, et puis aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est devenue députée, aujourd'hui comment est-ce qu'elle gère sa visibilité en tant que députée. Mais donc l'objectif de ce genre de vidéo, ça va être d'insister sur le côté spectaculaire. Le spectaculaire dans le sens, voilà ces déclarations qui ont fait beaucoup de bruit, voilà les polémiques qu'elle a déclenchées. Donc je vais avoir plutôt cette approche-là.
les gens viennent parce que c'est spectaculaire et donc c'est ce que je donne au public. Par ailleurs, ça c'est des vidéos, je prends du plaisir à travailler dessus, hein, c'est très amusant. Moi ça m'amuse beaucoup de partir d'une personne qui est sur le devant de l'actualité et de remonter un petit peu, tiens, comment est-ce qu'elle s'est formée, comment est-ce qu'elle a développé son style, etc. Donc c'est des vidéos très agréables. Quand il y a un phénomène, une personnalité qui émerge comme ça, je suis très content de faire ça. Alors, là, on commence à passer sur les vidéos qui n'ont pas fonctionné, mais pour le coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Mélanie, moi, ça m'intéressait parce que j'avais jamais mis le nez dans la politique italienne, donc c'était assez drôle de me plonger là-dessus. Donc c'est une vidéo, j'ai pris du plaisir à la faire, ça m'a bien plu, mais c'est une vidéo, vous voyez, ça décolle pas du tout. C'est une vidéo qui ne décolle pas du tout, et je pense que c'est pour des raisons aussi bêtes que la miniature est sombre, parce que a priori, le sujet de Giorgia Meloni, ça intéresse les gens, et on en a quand même beaucoup parlé quand elle est devenue, enfin quand elle a gagné les élections, mais je pense que le simple fait que la miniature soit noire, les gens cliquent moins. Et en fait, le taux de clic, enfin je vais vérifier, hein, je vais pas vous dire n'importe quoi, donc c'est, voilà, taux de clic par impression. Vous voyez, ça veut dire que quand la vidéo apparaît 100 fois dans les recommandations, il y a 4,7% des gens qui cliquent dessus. Donc ça, c'est très bas. C'est très faible comme taux de clic par impression, donc ça peut soit vouloir dire que le sujet intéresse pas les gens, soit que la miniature est mal conçue, et je pense qu'en l'occurrence, c'est que la miniature était mauvaise, et donc enfin moi je la trouve très belle en fait, je trouve que c'est une jolie miniature, c'est assez stylé, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui fait cliquer les gens, parce que c'est trop sombre. Donc cette vidéo n'a pas fonctionné, mais moi j'étais content de la faire, parce que je trouvais ça intéressant, et puis c'est assez spectaculaire, je trouve, son discours, je suis une femme, je suis une italienne, etc. Je trouvais que c'était bien, et ça m'intéressait de partir de ce sujet-là et de creuser un peu. Zelensky également, énorme bide. Ça pour le coup, avec Zelensky plus Poutine, etc. Je pensais que ça marcherait. Je pense que je l'ai traité trop tard. C'est un sujet que j'ai pris trop tard parce que tout le monde avait parlé de Zelensky, et donc en fait il aurait fallu que au début du conflit j'ai le courage d'aborder ce sujet, mais je me sentais pas de le faire. En fait, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans un live. Je me sentais pas de parler de Zelensky au début du conflit. Je sais pas, je trouvais quelque chose de moche en fait. Il y avait tellement ce sentiment que enfin c'est pas un sentiment, ce gars était à la tête d'un pays qui était en train de se faire laminer, écraser, etc. Et moi, depuis mon canapé, je trouvais que ça le faisait pas de faire une vidéo sur lui à ce moment-là. Là, je l'ai fait parce que le sujet m'intéressait trop pour ne pas le traiter. Donc je me suis plongé dans le parcours de cet orateur, et c'était pareil, très intéressant, cette incursion dans la politique ukrainienne, ça m'a beaucoup intéressé. Et il faut savoir en fait que quand je fais une vidéo, ce que vous voyez, c'est une toute petite partie des réflexions que j'ai eues, des recherches que j'ai faites, parce que l'objectif c'est que la vidéo à la fin soit digeste, soit quelque chose que vous puissiez regarder avec plaisir, que vous soyez stimulé en la regardant, mais je tranche énormément dans toutes les choses que j'ai pensées pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Et donc c'est un petit peu, si vous voulez, une des choses difficiles quand on fait des vidéos toutes les semaines, c'est que on ouvre les sujets, on reste un petit peu à la surface, et on ne creuse pas autant qu'on aimerait. Et d'ailleurs, une des manières dont je vais corriger ça, je vous en parlerai à la fin, parce que je suis en train de travailler sur un nouveau type de vidéo, voilà, pour pouvoir justement prendre le temps de creuser les sujets, même si on est sur YouTube. Alors, également une autre vidéo qui a fait un immense bid, la vidéo sur Georges Brassens. Ça vous donne un peu une idée, hein. Ces deux vidéos-là ont marché. Ces trois vidéos-là sont des échecs cuisants en termes de vues, en termes de statistiques. La vidéo sur Brassens, je regrette pas du tout, parce que c'est une vidéo qui m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je le trouve touchant, cet homme. Et je trouvais ça touchant en fait de le voir en interview. Je sais pas, on a envie de il a l'air d'un gentil grand-père, quoi. Alors qu'il était jeune, hein, il avait 60 ans quand il est mort, quelque chose comme ça. Mais on a envie de lui serrer la main, de l'embrasser, de le prendre dans les bras. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a l'air très doux, très gentil, très sensible, et donc ça m'a beaucoup touché de me replonger dans ces entretiens, et je trouvais ça sympathique de lui faire cet hommage. Mais au-delà du fait que j'ai beaucoup de sympathie pour cette personne, moi ce qui m'intéressait, c'était tout ce que je vous dis autour du processus de création. Ça m'inspire beaucoup, moi, de savoir que c'est quelqu'un qui jetait la moitié des chansons. Je reconnais vraiment ce processus. Il faut écrire énormément, il faut écrire régulièrement, et une fois qu'on a écrit,
on commence à sculpter, on commence à affiner, mais ne pas perdre de temps à avoir des idées qui se tamponnent dans la tête, il faut vraiment les mettre sur le papier et avancer. Donc j'étais très content de faire cette vidéo. Si vous voulez, ça fait partie de ma politique, j'essaie à peu près une vidéo sur 4 de ne pas essayer de surfer sur l'actualité, mais plutôt d'aller vers un sujet que je trouve beau, utile et intéressant. Et des fois, quand je fais ça, ça marche, mais le plus souvent, ça marche pas. Mais je considère qu'en termes de politique éditoriale, c'est important de viser l'efficacité, mais il faut trouver un équilibre avec des fois où on fait vraiment ce qu'on trouve juste et beau. Finalement, ça c'est la vidéo que j'ai publiée hier, donc Benzema Ballon d'Or, donc ça une vidéo qui qui cartonne absolument. Et donc pour vous dire, juste que vous ayez un petit peu une idée, honnêtement cette vidéo m'a pris 10 fois moins de temps. Je rigole pas, hein, la vidéo comme celle que vous voyez sur Georges Brassens, ça me prend peut-être 3 demi-journées de travail. Une demi-journée pour faire un plan et faire des recherches, une demi-journée pour écrire et une demi-journée pour filmer, monter. La vidéo sur Benzema, ça m'a pris 1h30, tout compris, hein. Donc ça a rien à voir en termes d'exécution et ça marche pourtant beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le sujet est chaud. Et donc qu'est-ce qui se passe comment est-ce que je fais ce genre de vidéo? Je vois que tout le monde parle du Ballon d'Or. Mon premier réflexe, c'est de me dire qu'est-ce que c'est chiant ce truc, ça me saoule complètement, j'ai pas envie d'en parler. J'essaie de ravaler ce sentiment et je me dis mais non, mais ton travail c'est d'être réactif, ton travail c'est que ta chaîne grandisse et voilà, il faut pas te plaindre que tes vidéos fassent pas de vues. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'essayer de faire des vues, et il y a une partie des gens qui vont venir pour ces vidéos, qui vont rester, ça va permettre de faire augmenter le nombre de vues sur les vidéos qui te tiennent vraiment à cœur. Donc si vous voulez, ça c'est un sujet qui ne me passionne pas, donc le sujet du Ballon d'Or. Par contre, je pense que la manière dont je l'attaque est utile pour le public, parce que effectivement ça donne un peu une idée de comment est-ce qu'on peut faire un discours de circonstance et qu'on peut le bien faire. Et beaucoup de gens sont dans des situations comme ça, hein. Faire un discours, un pot de départ, une promotion, enfin ce genre de choses, on peut être dans des situations où on doit faire ce genre de discours. Donc je pense que c'est pas mal. Le sujet, en tout cas, on pouvait en tirer quelque chose qui était utile pour le public. Et vu que c'est des vidéos qui fonctionnent très bien, pourquoi se priver? Voilà, donc ça vous donne un petit peu comme ça une vidéo de ce sur quoi j'ai travaillé. Je commençais à faire des shorts aussi. Je sais pas si je vais continuer à faire des shorts, ça va dépendre de voir si c'est vraiment utile pour la croissance de la chaîne. Moi, ce qui me gêne avec les shorts, c'est que pour le moment, c'est du contenu gratuit. Et je crois que le YouTube table sur le fait que les gens vont... En fait, aujourd'hui, si vous avez une chaîne qui fait pas de vues et que vous publiez un short, vous allez sans doute voir que la vidéo va beaucoup marcher parce que les algorithmes de YouTube poussent en ce moment beaucoup les shorts parce que YouTube essaie de résister à la concurrence de TikTok. Et donc, il y a pas mal de gens qui vont se lancer là-dedans en ayant un petit shoot d'adrénaline, en se disant « Waouh, j'ai enfin des likes, j'ai enfin des vues », mais c'est pas des vidéos qui rapportent de l'argent. Et donc, pour YouTube, c'est tout bénef parce que ça ramène des gens sur leur plateforme, mais les créateurs ne gagnent pas d'argent avec ça. Donc moi, j'essaie au maximum de me focaliser sur les vidéos qui rapportent de l'argent, parce que je considère que voilà, un travail doit être payé, et vu que YouTube a ce système qui permet de rémunérer la création, je pense qu'il faut en profiter un maximum. Et c'est moi, je me désintéresse complètement du contenu qu'on peut créer gratuitement. Pourquoi? Parce que je sais que si on veut pouvoir mener sa passion sur le long terme, il faut que ce soit rentable. Si c'est pas rentable, au bout d'un moment, on s'essouffle. Donc voilà, moi j'ai envie de pouvoir encore longtemps publier des vidéos sur des sujets qui me plaisent, des vidéos qui vous sont utiles, et ça suppose que ce soit rentable, évidemment. Alors, ceci étant dit, je vous dis un mot de ce sur quoi je vais me lancer. Je pense que là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je vais trouver un équilibre entre une série de vidéos dans laquelle je vais creuser, approfondir, geeker avec vous sur le domaine de la rhétorique, et à côté de ça, d'autres vidéos qui vont être plus réactives à l'actualité, où on va être vraiment dans, vous avez vu telle personne faire un discours, ce discours consiste en ça, voilà dans quelle situation vous pouvez l'utiliser, et voilà ce à quoi vous devez être attentif quand vous allez faire ce genre de discours. Donc vraiment du contenu de formation et réactif à l'actualité. Et à côté de ça, je vais faire un type de vidéo nouveau sur cette chaîne où on va vraiment creuser le sujet de la rhétorique pour que vous deveniez très compétent dans cette discipline.
Si vous voulez savoir de quoi il s'agit précisément, j'ai publié des éléments là-dessus sur ma conversation Telegram, donc vous pouvez aller vous abonner à cette conversation, la suivre, et comme ça vous permettra de suivre l'avancement de mon contenu au moment où je le crée, et ça vous permettra également d'y participer, parce que dans ce nouveau type de vidéo que je vais lancer, je pense que vous pouvez y contribuer. Vous allez pouvoir contribuer à la création de cette vidéo, donc ça pourrait être intéressant. Voilà donc pour cette plongée dans mon univers de youtubeur. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous aimez ce genre de vidéo, si ça vous motive à créer, si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi. Signalez-le en aimant cette vidéo, ça va permettre de la porter. Et il me reste à vous dire à très bientôt pour de prochains contenus.